Fiction comme ça. Voilà. Combien valez-vous? Que je vaux plus de 500 millions de dollars. Vous vous appelez Lumumba et vous faites partie de la famille. Et quand on porte un tel nom, est-ce que chaque matin, quand on se réveille, on se pose la question de savoir qui on est ou qui on ne voudrait pas être? Un Congolais qui a besoin de son passeport va au niveau de l'administration, paye 250, 300 euros pour avoir les passeports au bout de 2 jours. Ça se passe, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là? Vous avez aussi compris l'empire financier, l'édifice bâti par l'ancien régime. J'ai envie de demander comment peut-on déposer des bâtons de dynamite calmement et soigneusement à la base même des colonnes de l'édifice en France? Est-ce qu'une personne peut laisser son argent en banque au Congo et puis aller dormir tranquillement? Aujourd'hui, vous êtes ici en France. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la communauté congolaise? Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Trocfink Media. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je suis Jean-Jacques Lumumba, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis congolais, premièrement, activiste, lanceur d'alerte et surtout cofondateur du réseau panafricain de lutte contre la corruption UNIS, dont j'assume depuis 2019 les fonctions de président. Ok, merci. Nous vous avons invité pour parler effectivement de votre combat des banques au Congo et de vos activités contre la corruption et puis faire un peu le point sur l'actualité. Le monde vous a connu à la suite de vos révélations des malversations liées au clan Kabila. Bon, certains vous connaissent et d'autres certainement pas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu de quoi s'agissait-il? Très brièvement, c'est vrai que le monde m'a connu en 2016, suite aux révélations qui ont été surnommées par les journalistes du monde entier les Lumumba Papers, parce que ces révélations renfermaient pas mal de révélations sur beaucoup de malversations liées et au clan Kabila et en partie liées à l'organisation des élections, qui étaient principalement liées à la Commission électorale nationale indépendante et aux sociétés appartenant au clan Kabila, dont l'entreprise générale d'alimentation comme Egal, et toutes les malversations qui sont parties de la Banque centrale vers cette société, et aussi, pourquoi pas, par plusieurs autres sociétés appartenant à la même famille, donc au clan de l'ancien président M. Joseph Kabila, et aux autres activités illicites liées au financement du terrorisme en RDC. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous n'avez pas eu peur et puis vous avez tout dénoncé? Vous savez, il était question d'abord de bien faire mon travail. Oui. Cela est parti d'abord dans le cadre de mon travail. C'est comme ça que j'ai été reconnu par plusieurs journalistes et par la presse internationale et un peu plus tard par les Nations Unies avec le prix qui m'a été décerné en 2019 comme un lanceur d'alerte. Donc cela est parti dans l'exercice de mes fonctions parce que j'étais déjà en train de refuser ce genre de pratique en interne dans mon entreprise, mais malheureusement je n'ai pas été suffisamment écouté et au lieu de suivre ce que j'interpellais ou ce que je relevais comme anomalie et comme dysfonctionnement, la tendance la plus facile a été de me menacer et de me contraindre aujourd'hui à l'exil. Et cela a eu l'effet que ça a eu car j'ai décidé de ne pas garder ce que j'ai constaté contre l'intérêt de mon pays pour moi et de le mettre sur la place publique parce qu'il s'agissait de l'intérêt des Congolais, il s'agissait de l'intérêt de plusieurs personnes parce que vous savez que le Congo appartient d'abord aux Congolais, aux citoyens congolais. Donc il était question pour moi de leur rendre compte et de faire part de
mon désarroi et de mon indignation vis-à-vis de tout ce qui se passait avec le clan de l'ancien président Joseph Kabila. Euh, vous saviez, vous saviez dès le départ que c'était manifestement un danger. Tout ce que vous alliez dénoncer allait vous poser des problèmes personnels. Mais pourquoi vous en êtes arrivé jusque-là? Pourquoi avoir fait des si graves révélations? Même si c'est pour l'intérêt des Congolais, on peut quand même se poser la question sur l'utilitarisme de ces révélations. Si on regarde bien, elles ont accouché d'une souris, quoi. Effectivement, je ne dirais pas accoucher d'une souris parce que vous savez très clairement, aujourd'hui par exemple, j'entends encore rebondir le dossier égal dans la presse congolaise où on cite très clairement cette société sur des questions de non-paiement de taxes, de non-paiement des impôts, d'exonération injustifiée. Vous savez, en 2016, lorsque mes révélations sont sorties, le cas de cette société a déjà été évoqué. Mm. Donc, accoucher d'une souris, je dirais non, parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en RDC concernant l'action du président Tshisekedi sur la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption n'est pas l'affaire des politiques, c'est l'affaire de la population. Et notre rôle en ayant fait ces révélations, c'était de ramener ce débat au sein de l'opinion publique, de l'opinion tant nationale et internationale. Échouer voudrait dire qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas évolué dans le sens peut-être que nous avions voulu, mais très clairement, ce débat est arrivé là où ça devait arriver au niveau de la population, parce qu'aujourd'hui, c'est la population elle-même qui met de la pression pour que la justice puisse bien faire son travail. Donc vous voyez que la justice puisse bien faire son travail, mais pas sur cette affaire, mais sur d'autres affaires. Le but, c'était de ramener ces affaires au niveau de la place publique. Et ce combat, ce n'est pas le combat de M. Lumumba, donc c'est le combat de tous les Congolais. Donc très clairement, je peux dire que nous n'avons certes pas atteint les objectifs que nous voulions en ramenant ce débat sur la place publique, mais l'objectif a quand même été atteint au niveau de la conscientisation de la population. Parce que c'était ça l'objectif principal. Vous savez, les cas de corruption au Congo, il y en a beaucoup. Et si on ne doit se focaliser que sur ce que nous avons révélé, ce serait peut-être une goutte d'eau dans l'océan. Vous savez, très clairement, quand j'ai commencé personnellement ce combat, ce n'était pas pour de la personnalisation ou pour une gloire quelconque personnelle, mais c'était aussi pour contribuer à cet éveil de la conscience nationale, pour savoir que le pays va mal, le Congo va mal, il y a de la corruption et qu'il faudrait que les dirigeants politiques et surtout le peuple congolais prennent conscience de ce qu'il y a, parce que c'était au peuple, et c'est encore aujourd'hui d'actualité, c'est au peuple de mettre la pression pour que des questions comme ceux que j'ai cités pour Egal, ceux que j'ai cités pour des entreprises appartenant au clan Kabila, toute la corruption qui peut ou ne pas appartenir à des familles présidentielles, mais d'où qu'elles viennent, puissent faire l'objet d'un contrôle citoyen et d'un contrôle fort. Et aujourd'hui, je peux dire que cela aboutit parce qu'il y a plusieurs coalitions de lutte contre la corruption qui se sont créées, qui ont vu les jours. Et aujourd'hui, les questions de la corruption sont d'actualité. Je n'aimerais peut-être pas aller au-delà de votre question, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus des lanceurs d'alerte. Même si l'indignation que je manifeste aujourd'hui, c'est de voir... Des lanceurs d'alerte au Congo? Au Congo, effectivement, qui malheureusement sont en prison. Dans le cadre d'une campagne que nous avons mis en place avec plusieurs autres ONG il y a quelques jours, nous avons relevé le cas de plusieurs lanceurs d'alerte qui sont en prison et qui malheureusement se retrouvent en prison, d'autres sans jugement et d'autres encore avec des jugements qui laissent à désirer. Mais vous comprenez le danger que ces gens-là, comme moi, prennent pour pouvoir mettre à la lumière des peuples, à la lumière de l'opinion, des dossiers qui touchent à l'intérêt public. Parce que vous savez, parler de corruption, c'est de parler des questions qui touchent au denier public et qui touchent principalement à l'intérêt commun. Donc le but, il a été atteint, mais le travail, je dirais, est encore à faire parce que le pari n'est pas encore gagné. Et au-delà de tout cela, vous ne regrettez pas votre carrière?
Ben, je ne regrette pas forcément ma carrière. J'ai pu refaire une autre carrière professionnelle ici en France. Certes, j'avais des ambitions. Vous savez, plusieurs années de banque, plusieurs années, ayant passé plusieurs années dans les institutions financières en République démocratique du Congo. En 2020, j'aurais peut-être été directeur général quelque part ou directeur général adjoint. C'était une carrière qui m'était euh, très bien annoncée. Certes, ce que moi j'avais prévu n'a pas été réalisé, mais ma vie ne s'est pas pour autant arrêtée. Vous savez, je reste très profondément chrétien et je crois en la parole de Dieu qui dit ce que l'homme propose et Dieu dispose. Moi, j'avais un plan de carrière que je faisais. Ce plan de carrière a pris une autre tournure, pas une aussi mauvaise tournure que ça. Ça me permet aujourd'hui de côtoyer d'autres expériences, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir une carrière beaucoup plus axée à l'international. Et cela me permet d'avoir une connaissance aussi beaucoup plus large que celle que j'avais il y a quelques années. Mais certes, sur le plan de l'accomplissement personnel, j'aurais voulu l'orienter autrement, mais aujourd'hui, cette carrière s'oriente autrement. Et je reste confiant et j'apprécie ce que je fais aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas pu atteindre l'objectif que j'avais pour 2020 il y a de cela 5-6 ans que cela me frustre pour autant, très loin de la frustration. Mais aujourd'hui, ça m'a permis de m'ouvrir à autre chose et de m'ouvrir, pourquoi pas, à d'autres sphères et à d'autres expériences. Et c'est le plus important, pourvu que moi-même, en tant qu'humain, j'apprenne et que je gagne dans ce que je fais, et pourvu que je sois utile à la société. Et c'est ça le but pour lequel je continue à me battre, à m'affirmer pour un accomplissement sur le plan personnel et surtout pour ma petite contribution pour l'évolution et de mon pays et pourquoi pas de mon continent. Et une indiscrétion, vous avez perdu combien en salaire? Vous gagnez combien exactement environ? Ben, je ne Dans dirais quelle peut-être, fourchette? je ne dirais peut-être pas ici ce que je gagnais au niveau de la BGFI, mais je gagnais très bien ma vie. Si je dois parler en termes de rémunération, aujourd'hui, je gagne plus que ce que j'avais à Kinshasa. Très, très nettement, peut-être que du côté des charges, les choses ont évolué, Ouais. ont changé. Mais d'un point de vue de l'accomplissement du gain personnel, je gagne beaucoup plus que ce que je n'avais à Kinshasa. Mais encore, là n'est pas l'objectif de nos auditeurs ou de nos téléspectateurs. C'est juste pour mesurer un peu les risques pris Effectivement, par rapport à ce que... cela aurait été beaucoup plus difficile dans le sens où ce que j'ai perdu en réalité en termes de stabilité est plus important. Ça, je ne vais pas le nier. Mais en termes de gains, de salaire, c'est vrai que j'ai très certainement et très nettement évolué. Mais cela n'a pas été facile parce que j'ai changé d'environnement. En ayant changé d'environnement, on perd des repères. Et les repères sont peut-être très peu ou très difficilement quantifiables. Mais ça ne m'a pas autant déstabilisé, même si j'avoue que au début, en m'installant en Europe, j'ai connu des moments assez difficiles. Et ça, tout début n'est pas évident, n'est pas facile. Pour me réinstaller, pour refaire ma vie, cela n'a pas été quelque chose de simple. Mais c'est un choix que j'avais fait. Je l'ai assumé et je ne le regrette pas. Mais il fallait le faire quand même parce que ça fait partie des expériences de la vie et ça fait partie d'un engagement et d'un apostolat pour mon pays et pour ma nation. Même si aujourd'hui, je le dis en toute sincérité, même si aujourd'hui je fais le choix, par la force des choses, de rester en dehors de mon pays, d'embrasser une autre citoyenneté, une autre nationalité, en me mettant un peu en exergue de mon pays, je resterai congolais dans le sang, dans ma mentalité, dans mon âme le plus profond. Le fait d'évoluer loin de mon pays me permet certes de rencontrer et d'être confronté à d'autres réalités, mais ça ne m'enlève pas le fait que je dois beaucoup à ce pays parce que ce pays m'a formé, ce pays m'a donné ce que je suis. Si j'ai le minimum d'éducation que j'ai aujourd'hui, c'est parce que le Congo m'a tout donné et je dois aussi faire ma part pour ce pays.
où que je sois et quoi que je sois en train de faire, je dois beaucoup à la République démocratique du Congo. Oui. Et je pose une question un peu personnelle. Vous vous appelez Lumumba et vous faites partie de la famille. Et quand on porte un tel nom, est-ce que chaque matin, quand on se réveille, on se pose la question de savoir qui on est ou qui on ne voudrait pas être? C'est une lourde responsabilité de s'appeler Lumumba et surtout euh, d'être descendant d'un homme aussi important. Et c'est une responsabilité avec laquelle il faut vivre. Et j'ai eu des parents qui ont été très durs, j'ai eu des grands-parents qui ont été très sévères avec moi, j'ai eu de la famille qui a été très sévère avec moi parce qu'ils ont voulu me forger, me donner une certaine identité. Donc cela conditionne et personnellement, ça m'a permis de me dire que je ne dois pas échouer. Pas échouer en termes de fortune ou en termes de bien-être, mais c'est surtout en termes de bien vivre avec la communauté. Ce que je dois donner à la communauté ne doit pas être quelque chose de médiocre. Et ça, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a toujours appris à être meilleur et à donner le meilleur de moi-même. Et c'est cette responsabilité qui m'a accompagné. Vous savez, Lumumba a donné sa vie pour le pays. Lumumba s'est sacrifié pour ce pays. Lumumba a eu des valeurs. Lumumba ne s'est pas battu pour laisser une maison à ma campagne ou pour laisser un héritage à sa famille. Lumumba n'a pas laissé grand-chose à ses enfants. Mais Lumumba a laissé beaucoup de valeurs à la nation congolaise. Pas que, Et mais à l'Afrique. effectivement, Vraiment. des valeurs d'abnégation, des valeurs de dignité, des valeurs de sacrifice. Donc vous voyez que être descendant d'un personnage comme ça mérite d'être très regardant par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on fait. Et je ne dirais pas que cela ne m'a pas influencé. Par contre, cela a forgé mon caractère et m'a permis d'être celui peut-être que je suis aujourd'hui et à continuer à m'améliorer parce que vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des hommes perfectibles et c'est dans cet état de perfection que je continue à le prendre comme modèle et pas que lui. J'ai beaucoup de modèles dans ma vie. Je citerai le docteur Mukwege principalement, qui pour moi est un modèle dans le combat que nous menons pour la libération et la dignité dans notre pays. Vous avez pris des gros risques en faisant ces révélations. Et aujourd'hui, vous êtes installé en France. On voit chez les combattants, chez les Congolais, parfois ils demandent à ce que leurs combats soient soutenus par des musiciens congolais, en interdisant même des concerts. Et vous, vous avez pris des gros risques. Aujourd'hui, vous êtes ici en France. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la communauté congolaise? Je dirais, je ne cherche pas un soutien personnel par la communauté congolaise, mais mon plus gros souci, c'est de voir les combats ou les différents combats des Congolais, parce qu'il n'y a pas qu'un combat ici en France, dans la diaspora ou même au Congo, mais c'est de voir que ces combats fédèrent et que nous ne plongeons pas dans autre chose que dans des revendications crédibles et dans des revendications vraies et que nous ne puissions pas faire de ce combat ou de ces combats des affaires ou des questions personnelles. Et le soutien, personnellement, ce n'est pas ce que je pourrais chercher, ce que je dois chercher, parce que ce n'est pas un électorat que je cherche, ce n'est pas une valorisation que je cherche dans ce qu'on fait, parce que chacun a sa part dans le combat que nous continuons, que nous menons pour notre pays. Et je respecte le combat de tout le monde, même le combat de mes frères appelés combattants ou résistants. Chacun a sa manière de se présenter. Je respecte ce combat-là, mais c'est un combat qui doit être mené dans le respect. Et c'est un combat qui doit être mené avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de stratégie, et surtout beaucoup de tact, pour ne pas plonger dans autre chose que ce que nous devons faire pour libérer notre pays et pour nous réapproprier de notre destinée. Donc c'est dans ce sens-là que personnellement je vois les choses, mais je reste très respectueux de toutes les personnes qui donnent une partie de leur vie
à s'engager pour la cause de notre pays et pour la cause de notre continent. Est-ce que vous pensez que votre combat aussi a fédéré? Mon combat, je ne sais pas dire à ce stade si cela a fédéré ou pas, mais je sais que tout le monde est d'accord aujourd'hui que le Congo ou les richesses du Congo sont bradées. Et je sais que tous les Congolais, d'où qu'ils soient, de quelle tendance politique que les Congolais soient, sont au moins sûrs de cela. Et donc le combat que moi j'ai trouvé, dans lequel je me suis inscrit, c'est un combat qui est partagé par tout le monde. Aujourd'hui, on est sûr que nos richesses sont bradées, soit par nous-mêmes Congolais ou soit par nos voisins. Donc vous comprenez que c'est un combat qui fait l'unanimité à mon sens. Donc nous savons tous que notre pays est mal géré, nous savons tous que notre pays ou que nos ressources sont bradées et nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour récupérer la gestion de ces ressources, pour récupérer l'intégrité territoriale et pour récupérer et pour orienter notre pays vers la bonne gouvernance. Et je crois que sur cet aspect des choses, il n'y a aucun Congolais, d'où qu'il soit, qui dise que cela n'est pas vrai. Donc maintenant, c'est à chacun ses solutions. Et je crois qu'au niveau du principe même ou au niveau du mal, cela est partagé par tout le monde. Et donc, de ce point de vue-là, je peux dire que c'est partagé. Tout le monde se sent concerné par le sort macabre que traverse notre pays et par sa gestion qui aujourd'hui laisse à désirer. Je comprends votre pudeur quand je parle des soutiens de la communauté congolaise, mais je connais à peu près les situations que traversent les lanceurs d'alerte, que ce soit ici en France. On a vu ça avec Snowden, on voit ça avec Julian Assange. Il y a une dame ici qui a révélé, qui a fait des révélations sur UBS, Union des banques suisses. Et en général, les lanceurs d'alerte ont deux problèmes. Le premier, ils sont virés. Le deuxième, ils sont entraînés dans des procès qui durent une éternité. Raison pour laquelle je demande si vous vous sentez soutenu, même par rapport au procès, par rapport... voilà quoi. En tout cas, sur ce point-là, le premier soutien, je l'ai reçu des ONG, de d'autres ONG congolaises. Déjà, et très principalement d'une ONG française qui s'appelle la plateforme des lanceurs d'alerte africains, entre autres PLAF, avec le maître Henri Tulliez et William Bourdon. De ce point de vue-là, le soutien, je l'ai senti de ce côté-là. Si je dois parler du monde des ONG et des Congolais principalement, j'ai reçu beaucoup de soutien de la communauté congolaise très active, que ce soit les ONG. Je vais citer par exemple mes amis des mouvements citoyens, les Fred Baouma, les Floribert Anzolonu, qui à des moments aussi ont eu à se retrouver dans des situations pareilles que moi. Un défenseur des droits de l'homme en la personne de mon aîné Paul Ntsapou, par exemple, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a apporté à chaque moment et à chaque instant que je l'ai voulu, mon soutien, son soutien de façon assez directe et explicite. Je peux comme ça encore citer des cas et des cas, des personnes et des personnes qui m'ont soutenu. Cela a été très important, vous voyez. Donc, mais que de parler par exemple d'autres mouvements ou d'autres personnalités, si j'en ai reçu, je cite le docteur Mukwege, je ne vais pas me le cacher aujourd'hui, le docteur Mukwege et tous les réseaux et toutes les personnes qui le soutiennent ici en Europe ont aussi d'une façon ou d'une autre ont eu à m'apporter ce soutien très capital. Donc vous savez, parler du soutien de la communauté congolaise, oui effectivement je l'ai reçu, que ce soit dans ce que je fais, que ce soit dans les procès que le maître Henri Tulliez a intenté contre mon ancien employeur. Ce soutien-là, je l'ai reçu. Mais maintenant, si je dois parler à titre individuel ou populaire, à ce stade-là, je ne sais pas le quantifier. Mais je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup de soutien. Vous savez, le soutien, ce n'est pas forcément des gens qui débarquent là où vous êtes et qui vous le disent très clairement, mais on le ressent à travers des messages, on le ressent à travers des conseils. J'ai reçu des conseils de beaucoup de gens, de beaucoup de Congolais, de beaucoup d'aînés, que ce soit ici en France ou en Belgique. Je vais citer par exemple un aîné à moi, M. Jean-Jacques Wondo, qui a, tant qu'il a pu, m'apporter ce soutien de façon très directe et très explicite. Et j'en ai comme ça beaucoup d'exemples et beaucoup de gens comme ça que
je ne pourrais citer ici parce que la liste, elle est tellement longue. Donc le soutien, je l'ai reçu. Mais vous savez, comme vous avez dit, c'est vrai ce que vous dites. Un lanceur d'alerte est très souvent abandonné à cet isolement, à cet abandon. Mais on a la chance d'être dans un pays comme celui-ci où les faits se sont certes passés en Afrique, mais la communauté congolaise aussi est importante. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit dans les supermarchés, qui ont eu à me témoigner de leur soutien. Donc vous voyez que je ne peux pas être ingrat aujourd'hui en disant que la communauté congolaise ne m'a pas soutenu. Ce serait totalement faux. Peut-être pas un soutien visible pour les autres, mais personnellement pour moi-même, ce soutien a été de taille et cela m'a permis de rebondir à un moment et de me refaire une autre vie. Donc de ce côté-là, je suis très reconnaissant vis-à-vis de la communauté congolaise de la diaspora. On en profite pour passer les messages. Vous avez tout notre soutien et on appelle aussi d'autres Congolais à soutenir des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup. Ouais. Et maintenant, il y a les régimes qui ont changé. On a, avec l'actuel régime, une lutte contre la corruption. Pensez-vous qu'il va falloir un tout petit peu mettre en place un dispositif pour rémunérer les lanceurs d'alerte au Congo en particulier? Vous savez, ça reste du ressort de l'agence de prévention de lutte contre la corruption parce que vous savez qu'il n'y a pas de lutte contre la corruption possible s'il n'y a pas de lanceur d'alerte. Et cela, il va de l'intérêt de la nation parce qu'il faut que des gens dénoncent ce qui se passe de mal. Il y a une agence de lutte contre la corruption aujourd'hui. Il y a un comité ou une agence que le président Tshisekedi a créée, une commission pour le changement de mentalité. Je pense que toutes ces deux structures ou plusieurs autres structures qui existent déjà, que ce soit principalement la justice congolaise, sont des outils qui peuvent aider à améliorer les choses. Et qu'aujourd'hui, il faut utiliser ces outils-là pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais au lieu de rémunérer, moi je pense plutôt à la protection des lanceurs d'alerte congolais. Vous savez, il n'y a aucune loi aujourd'hui en RDC qui protège les lanceurs d'alerte. Au-delà de les rémunérer, c'est très bien, mais c'est un engagement risqué. Être lanceur d'alerte, c'est être un activiste comme tous les autres activistes. Et vous savez combien est-ce que les droits de l'homme en RDC ne sont pas autant respectés que ça. Les chiffres des Nations Unies et du Bureau de coordination de Nations Unies pour les droits de l'homme sont assez éloquents. Et nous l'avons vu au mois de septembre lorsque cela a été présenté au Parlement européen et dans différents chiffres que nous recevons. Donc être encore lanceur d'alerte, d'autant plus qu'il n'y a déjà pas de loi qui le protège. Moi je pense que les principales avancées que nous pouvons avoir sur ces questions, c'est avoir une loi sérieuse, une loi impartiale qui protège les lanceurs d'alerte. Et aussi derrière, il faudrait qu'il y ait des vraies enquêtes qui soient faites sur les révélations. Parce que vous savez, je donne l'exemple de plusieurs autres lanceurs d'alerte congolais. Ils ont dénoncé des choses, mais les enquêtes qui sont suivies après ont été soit inexistantes ou bâclées. Je vais citer le cas d'un confrère qui est devenu comme un frère aujourd'hui, M. Claude Mantuila, qui a été consultant à l'AMIBA, lanceur d'alerte, et qui, grâce à lui, on a découvert qu'il y a des choses pas bien qui se passent au sein de l'AMIBA. Aujourd'hui, il est à l'abandon, par exemple, ce monsieur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de faire face à la justice. C'est quelqu'un qui subit des pressions énormes. C'est quelqu'un qui a perdu son travail. Donc, vous voyez que pour le bien qu'une personne convaincue a fait à la nation, derrière, c'est sa vie de famille qui a été perturbée. Est-ce que le fait qu'il ait pris des risques pour aider la nation, cela va certes aider à Amiba un jour à se redresser, mais vous comprenez que derrière, il a perdu son emploi, il a perdu beaucoup de choses. Il est en train aujourd'hui de faire face à la justice, il est tracassé de part et d'autre, il est en train de perdre ses investissements peut-être ou ses épargnes, et cela le met en mal vis-à-vis de sa vie de famille. Donc s'il y a des lois qui protègent cette catégorie de personnes, et aujourd'hui je ne plaiderai pas pour moi parce que moi je peux dire que je vis en exil, je peux prendre une autre direction de ma vie et peut-être me faire oublier de la RDC et vivre autrement, très loin de mon pays, ce qui n'est déjà pas bien, mais je plaide beaucoup plus pour ceux qui sont dans le pays parce qu'il faudrait qu'il y ait des lanceurs d'alerte en RDC pour que des situations de détournement, des situations de mégestion soient mises sur la place publique et que demain, ce que le Congo aurait dû perdre, que le Congo le gagne
et que ce soit le peuple qui le gagne et que les choses se passent autrement. Donc il faut protéger cette catégorie des gens, il faut protéger les activistes de droits de l'homme et protéger les défenseurs de droits de l'homme et les lanceurs d'alerte qui sont aussi, et qui à mon humble avis peuvent être considérés comme ces défenseurs des droits de l'homme et des défenseurs de la bonne gouvernance. Merci. On va faire une parenthèse sur les banques. Vous avez travaillé, vous avez fait plusieurs banques au Congo. Et vous vivez ici aujourd'hui, vous avez à peu près une idée des banques en France. Si on vous demandait de faire une petite comparaison en termes de fonctionnement entre les banques au Congo et les banques en France, est-ce qu'une personne peut laisser son argent en banque au Congo et puis aller dormir tranquillement? Je pense qu'il y a des banques au Congo qui jouissent un tout petit peu d'une certaine crédibilité. Je ne veux pas faire du Congo bashing sur la gestion du secteur financier, mais ce que je dirais très clairement, le problème vient de plusieurs faits. Aujourd'hui, la nette différence qu'il y a entre l'Europe ou la France et la RDC, c'est qu'ici nous sommes dans un système formalisé où tout est identifié et tout est identifiable. Les acteurs économiques ou les agents économiques, que ce soit des personnes physiques ou morales, sont très nettement identifiables, ce qui n'est pas le cas dans mon pays aujourd'hui. En tant que Congolais, je peux débarquer au Congo, avoir une carte d'électeur, 3 ou 4 cartes d'électeur avec différentes identités. La carte d'électeur qui est aujourd'hui considérée comme la pièce d'identité reconnue. Je peux avoir 2 ou 3, 4 permis de conduire avec 3 4 identités. Vous voyez le nombre ça vous fait. Sortir 2 passeports avec 2 identités différentes et aller dans différentes banques ouvrir des comptes et je serai différemment identifié dans toutes ces banques. Déjà, il se pose un problème d'identification. Donc, vous comprenez que l'entrée en relation avec les institutions financières pose problème. Donc, déjà à ce niveau-là, c'est la première différence. Je ne rentre déjà pas dans la gestion des banques parce que vous savez, j'ai été au crédit dans une banque ici en France, je citerai le cas BNP Paribas. Vous comprenez, déjà au niveau de la gestion des risques, les choses ne sont pas faites de la même façon. Au Congo, il y a une difficulté déjà d'avoir des états financiers certifiés et donc d'avoir une notation solide, mais en France, on a des notations qui sont très proches de la réalité parce que les états financiers sont proches des activités du client et de la santé financière des clients. Donc vous voyez déjà que ces deux aspects-là, quand on va entrer ou quand on doit faire le parallélisme entre plusieurs aspects, on n'est déjà pas dans des environnements pareils et les circonstances ne sont déjà pas les mêmes. Donc la gestion même d'une banque en RDC au Congo, c'est pas la même chose. Donc cela laisse à désirer beaucoup plus au Congo, même si ici, il faut dire que ce n'est pas le paradis. Ici aussi, ils tentent d'améliorer les choses, mais le contexte est très différent. Et il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays, déjà d'un point de vue de l'entrée en relation, et ça, je ne parle même pas de la suite. Il y a des choses bien qui sont faites au Congo, les textes sont parfaits, les textes au Congo, on peut avoir peut-être 2 ou 3 choses à redire, mais globalement, la législation congolaise est une bonne législation en matière de gestion des institutions financières, mais c'est d'autres réalités qui vont avec l'identification, la gestion en elle-même, les outils qui peuvent être utilisés pour gérer cela, associé à cela toute la magouille qui peut y avoir et qui peut exister en RDC. Cela ne facilite pas les choses, mais cela ne veut pas dire que il y a un problème criant de compétences, ça je ne le dirai pas, parce que pour le fait d'avoir travaillé dans une banque ou dans des banques en RDC, d'avoir travaillé dans une banque en France, j'ai été apprécié et très bien apprécié par mes supérieurs. Donc cela veut dire que le problème de compétences ne se pose pas. C'est plutôt c'est pas un problème de compétences, plutôt de crédibilité et de crédibilité même des institutions financières. Crédibilité, oui, effectivement, mais c'est aussi un problème complexe qui part de la crédibilité des institutions financières, oui, parce qu'il y a des institutions financières dont les actionnariats laissent à désirer et dont la gestion même laisse à désirer, mais c'est aussi un problème structurel de l'organisation de l'État. Donc, quand on a une population qui n'est pas identifiée, quand on ne sait pas reconnaître
qui est congolais et qui ne l'est pas, vous savez, c'est très difficile qu'une banque, après à son niveau, puisse gérer les clients qui n'ont pas de pièces d'identité fiables. J'allais poser aussi une question. Quelle structure, je ne sais pas si vous avez une idée, quel organisme contrôle ces banques? Quel genre de tests qu'on fait à ces banques? Les stress tests, tests de solvabilité, de liquidité. Parce que quand on voit les mondes d'aujourd'hui, tout peut basculer du jour au lendemain, que ce soit ici, que ce soit en France ou ailleurs. Quels tests subissent ces banques pour une certaine fiabilité par rapport aux dépôts, aux épargnes des Congolais? Effectivement, vous avez évoqué quelque chose de très capital. Moi, j'étais en RDC chef de département des engagements et aussi gestionnaire des risques de crédit de la banque. Et donc, vous comprenez que j'étais aussi appelé à faire beaucoup de tests de crise. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a des plans de continuité d'activité qui existent en RDC. Et dans le cadre de ce que je faisais comme travail, j'avais cette mission de faire le stress test sur le portefeuille de crédit, principalement sur le portefeuille de crédit. Et le responsable de contrôle de l'époque que j'ai laissé avait aussi cette mission de faire ce stress test étendu à d'autres activités, parce que vous savez, une banque est gérée en plusieurs processus. Et il y a des pilotes de chaque processus. Mais il y a aussi le pilote principal qui est le DG. Mais à côté de ce pilote principal, il se fait aider par les organes de contrôle. Et ces organes de contrôle sont le contrôle interne et l'audit interne. Et l'audit interne, c'est au niveau de l'institution elle-même de la banque, et le contrôle interne aussi, c'est au niveau de la banque. Mais il y a aussi une inspection générale qui peut exister. Cette inspection générale se trouve généralement au niveau du groupe. Et il y a des organes de contrôle qui sont en dehors de la banque, qui peuvent être le commissaire aux comptes, qui peuvent être d'autres commissaires aux comptes, qui peuvent être des organismes qui peuvent être sollicités pour faire des contrôles au sein de l'institution. La banque elle-même peut faire aussi des contrôles pour pouvoir obtenir certaines certifications, des certifications Et au niveau ISO. de l'État congolais? Et au niveau de l'État congolais, il y a la Banque centrale qui a aussi ses inspecteurs. Et ces inspecteurs sont censés contrôler la banque à des périodicités définies ou faire des contrôles ou des inspections je dirais, soit de façon ponctuelle ou soit de façon inopinée, où ils peuvent débarquer comme ça, analyser telle ou telle autre chose. Mais vous voyez, c'est au niveau de cette inspection de la Banque centrale ou de ce contrôle au niveau de la Banque centrale que les choses aussi laissent à désirer. Parce que pour ne pas rentrer dans le détail du détail, vous savez qu'il y a les inspecteurs de la Banque centrale, je l'ai connu dans plusieurs banques, vous comprendrez certainement, même si je n'ai pas envie de citer. Les inspecteurs viennent, ils font le rapport, ils établissent un premier diagnostic, il y a des échanges avant d'avoir le rapport final, mais c'est parce que tel de la Banque centrale a appelé ces inspecteurs, vous vous retrouverez avec des chapitres du rapport qui disparaissent. Mais malheureusement, ces chapitres-là regorgent des vrais problèmes que connaît la banque. Oui. Donc vous savez, ces contrôles sont politisés, ces contrôles sont à des moments donnés, subissent certaines influences, et malheureusement, cela n'aide pas les banques à avancer. Moi, j'ai vu des rapports, on nous envoie le premier rapport qui a 50, 60, 70 pages, le second rapport qui arrive, même bien avant qu'on fasse les échanges avec les inspecteurs, ils quittent de 70 pages à 40 pages parce que des choses qui gênaient, mais qui disaient la vérité, ont été enlevées parce que tel directeur a appelé les inspecteurs et ils ont dû enlever. Donc vous voyez que ces influences-là n'aident pas à faire avancer les missions de contrôle, parce que sans doute, c'est aussi par le contrôle qu'une institution ou une entreprise évolue. Parce que le but du contrôle, c'est quoi? C'est de relever les anomalies, d'établir les plans de correction de ces anomalies, d'établir des plans pour faire évoluer les choses, pour éviter à ce que ces points-là ne puissent se répéter. À partir du moment où on cache ces anomalies, quelle fiabilité un Congolais lambda peut avoir à une banque? Effectivement, c'est là où ça laisse à désirer, parce que en cachant des anomalies comme ça cache des problèmes qui peuvent demain emmener à des faillites, parce que la gestion même au niveau de la banque, même si ce n'est pas des choses que le client est censé savoir, mais quand derrière les personnes qui doivent gérer l'institution, qui gardent l'argent des clients
ou de l'épargne collectée des Congolais, ça fait en sorte que la gestion en elle-même, elle est remise en question et que demain ou après-demain, ces choses-là, en s'empirant, peuvent avoir un impact direct sur la gestion même ou le fonctionnement de l'institution. Et vous savez, le but d'une entreprise, c'est de pouvoir faire du bénéfice, créer de la richesse. Et on ne crée pas de la richesse sur une structure qui est mal assise, sur une structure qui est mal gérée. Donc de ce point de vue-là, des contrôles mal faits, des contrôles biaisés et des anomalies cachées ou des recommandations sciemment enlevées parce qu'on a eu la pression de tel ou de tel n'aident pas à faire évoluer la gestion des entreprises et n'aident pas à faire évoluer la gestion de ces institutions financières. Donc ça, c'est encore des problèmes d'ordre systémique qu'on rencontre dans la gestion de certaines banques et de la mauvaise influence que certaines personnes au sein de la Banque centrale exercent sur la gestion d'autres banques très politisées. Et cela a un effet néfaste sur les résultats et sur la gestion des banques. Donc, c'est des points à améliorer, c'est des choses à corriger pour que demain, des gestions soient beaucoup plus transparentes. Je ne dirais pas qu'en France, des choses comme ça n'existent pas, mais vous savez, ils font des choses d'une façon à sauver les institutions. Mais chez nous, c'est pour privilégier les individus et pour cacher des choses qui peuvent avoir un impact négatif d'abord sur les individus parce que c'est des individus qui cherchent à protéger. Et cela, en agissant ainsi, ça détruit que ce soit la gestion ou la qualité même de la gouvernance des entreprises et des institutions financières en RDC. Ok, ben on comprend que les banques au Congo, c'est à voir. Donc, il y a des bonnes choses, il y a des points sur lesquels on peut s'appuyer pour faire avancer les choses, mais je pense qu'il y a besoin de beaucoup de transparence et surtout de conformité. Parce que vous savez, le domaine de la conformité, c'est quelque chose de très capital pour les institutions financières et ça y va même de leurs intérêts pour continuer à collaborer avec les banques à l'international. Parce que sans les banques correspondantes, vous savez, les banques congolaises auront du mal à continuer à tourner, à faire évoluer les activités, surtout toutes les activités liées aux échanges et au commerce international. Ouais. D'accord, on va parler maintenant des UNIS, votre organisation. Aujourd'hui, avec d'autres personnes, vous avez fondé UNIS. Je ne sais pas si je prononce bien UNI ou UNIS. Effectivement, c'est UNIS. Oui. Pourriez-vous nous en parler un peu plus? Vous savez, UNIS a été fondé dans l'idée de se dire la corruption existe au Congo. Des organisations qui luttent contre la corruption existent au Congo. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'activistes, en tant que membres de la société civile, en tant qu'acteurs même au sein de la société, en tant que citoyens, pour pouvoir faire des propositions, pour pouvoir faire évoluer les choses. C'est ainsi que l'idée de la création de ce think tank est arrivée parce que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que ce n'est pas un énième mouvement citoyen? Je dirais non. Ça a été créé comme une association sans but lucratif. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes censés réfléchir sur des questions touchant à la transparence, touchant à la bonne gouvernance, à chercher à trouver des solutions et à proposer ces solutions aux personnes qui sont censées prendre des décisions. C'est la raison pour laquelle, depuis 2019, nous sommes engagés dans ce travail de réflexion, dans ce travail de sensibilisation pour pouvoir réfléchir sur toutes ces questions-là et proposer des solutions. Et de l'autre côté, nous sommes aussi censés agir en justice en nous portant par exemple partie civile sur toutes les affaires de corruption et réclamer que des réparations puissent être faites. C'est dans ce sens-là, dans cette optique-là, qu'en mai ou juin de cette année, nous nous sommes portés partie civile sur l'affaire du passeport congolais, qui est aujourd'hui le passeport le plus cher. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, ça fait beaucoup de mois que ce contrat entre l'État congolais et Semlex a pris fin, mais nous n'arrivons toujours pas à avoir une certaine visibilité sur ce qui va être fait des passeports congolais. Il y a des gens qui ne peuvent pas voyager aujourd'hui, simplement parce que le passeport ne peut pas être produit. Tout ça parce que le contrat entre la RDC et la société Semlex, qui à notre humble avis est une société qui a beaucoup d'irrégularités et dont ce contrat souffrirait, selon les enquêtes que nous avons menées, de beaucoup de soupçons de corruption.
Donc, cela a été le cas entre cette société et plusieurs autres pays. Et il y a des enquêtes qui ont été menées dans des pays comme le Comore, et nous sommes rentrés en contact de certains documents assez confidentiels et qui impliqueraient même d'autres personnalités congolaises très haut placées. Et vous voyez combien est-ce que UNIS s'inscrit dans ce genre d'initiative, pas seulement dans le problème des passeports congolais. Nous nous sommes inscrits en justice contre beaucoup d'autres affaires qui sortiront encore demain, dont nous ne pouvons pas révéler les identités ou les vrais tenants et les aboutissants maintenant. Mais au-delà de réfléchir, de proposer des solutions, d'être une force de proposition, nous sommes là aussi pour aller en justice, nous porter partie civile pour réfléchir sur des questions liées à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Et de l'autre côté, organiser des meetings, organiser des conférences, organiser des grands événements pour pouvoir réfléchir sur ces questions. Par rapport à cela, personnellement et avec UNIS, nous avons été à plusieurs endroits, que ce soit au Parlement européen, au Parlement belge, dans les universités ici en France ou en Belgique, en RDC, en Côte d'Ivoire, pour parler des questions de la corruption, pour soulever ces questions-là sous différents aspects, pour pouvoir mettre en avant des questions de transparence et de gouvernance. Et cela, on ne le fait pas seul. La question de corruption, vous savez, on ne peut pas se prétendre avoir l'intelligence infuse. Donc nous nous associons aussi à des campagnes, dont principalement la campagne Congo n'est pas à vendre, pour pouvoir coaliser nos forces avec d'autres forces vives de la société civile et d'autres personnalités pour lutter et mettre ensemble nos efforts pour lutter contre la corruption et surtout pour la transparence, que ce soit dans notre pays, en RDC, et même dans d'autres pays en Afrique, parce que vous savez, la question de corruption est une question transfrontalière. Parler de corruption ne veut pas simplement dire cibler principalement un pays en Afrique, ou principalement le Congo. Donc c'est une question qui traverse les frontières, d'où dans la création, dans l'idée de création de ce mouvement, c'était de créer un réseau qui soit panafricain. C'est la raison pour laquelle vous allez voir par exemple que notre ambassadeur, le docteur Ferjani Jamila, c'est une Nigérienne. La personne qui s'occupe de UNIS sur toutes les questions de l'éducation, c'est le professeur Adamaba. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des questions congolaises. Ce sont des questions qui nous touchent dans différents pays, mais nous voulons coaliser nos forces tant au niveau national qu'au niveau africain pour ensemble partager les expériences, réfléchir sur des questions et faire des propositions qui auront du sens dans un pays comme dans un autre. Vous parlez tout à l'heure des passeports et de la corruption. Ne pensez-vous pas que la corruption n'est pas que politique? On a la corruption même dans des petites affaires. Je prends l'exemple du passeport. Un passeport au Congo qui coûte 185, un Congolais qui a besoin de son passeport va au niveau de l'administration, paye 250, 300 euros pour avoir les passeports au bout de 2 jours. Ça se passe, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là? Vous savez, j'ai cité la commission, par exemple, de changement de mentalité. Vous savez, le problème du Congo aujourd'hui, il faut dire la vérité, nous ne devons pas que nous arrêter à la classe politique en tapant sur la classe politique en disant que ce n'est que la classe politique aujourd'hui qui fait mal les choses. Je vais citer une phrase importante de Barack Obama qu'il a dit en Grèce quand il quittait le pouvoir. Il a dit le rôle le plus important dans un pays, ce n'est pas d'être président de la République, Premier ministre ou d'être président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Le rôle le plus important dans un pays, c'est d'être citoyen et d'être un citoyen consciencieux parce que c'est le citoyen qui contrôle le président. C'est le citoyen en démocratie qui fait en sorte que le président devienne président. Et donc quand on a des citoyens qui n'ont pas ce sens de patriotisme, quand on a ce citoyen qui ont ce problème d'homme, ce problème d'honnêteté, d'intégrité, ces citoyens ne peuvent pas demain contrôler ceux qui sont censés les gérer. Donc vous savez, la corruption, certes, est un problème qui part de la tête jusqu'au niveau de la population, mais c'est un problème que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous ne savons pas combattre et nous participons quotidiennement à cela. Ça part du passeport où nous-mêmes nous sommes en train d'encourager ce qui se passe en participant de façon très active à la corruption. Même si
je peux admettre dans une certaine mesure que l'une ou l'autre personne soit dans l'urgence et qu'elle voudrait obtenir rapidement son passeport parce il y a quand même des choses à faire. Elle veut voyager, elle veut aller ou faire des démarches administratives avec, ce qui est tout à fait normal. Mais cela n'encourage pas cette facilité à accepter la corruption et à vivre avec. On va plus loin. Au Congo, quand on arrive, je suis dans un taxi, ce n'est pas qu'au Congo, un police ou un gendarme de la circulation routière qui vous arrête, les gens sont tentés à donner de l'argent pour se libérer, Ouais. avant même de comprendre l'infraction pour laquelle ils sont arrêtés. Mm. Donc vous voyez, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Congo, à Kinshasa, Brazzaville, à Abidjan, c'est de la même façon que cela se passe aussi dans beaucoup de pays. Donc les gens sont accros à la corruption, banalisé la corruption. à banaliser la corruption pour pouvoir résoudre certains problèmes. Et cela nous entraîne à maintenir notre pays dans des situations inacceptables. Et ce sont ces mêmes personnes demain qui deviennent députés, qui deviennent ministres, et qui, au lieu de changer les choses, s'acoquinent avec la corruption et continuent à mener ce pays dans un sens qui n'est pas le bon sens pour pouvoir aider à faire ce changement. Donc notre travail de sensibilisation ne s'arrête pas en tant que mouvement à s'attaquer aux autorités en disant que ce ne sont que eux qui font mal les choses, mais c'est aussi à répondre à notre population, à les aider à comprendre qu'ils sont aussi partie prenante et partie très active de la circulation et du maintien et du développement de cette gangrène qu'est la corruption. Vous savez, la corruption aujourd'hui tue plus que le Covid. Donc ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un phénomène. Donc vous voulez dire qu'il y a un lien direct entre la corruption et les niveaux de vie de la population. Effectivement, si aujourd'hui les choses ne marchent pas, si la population vit en deçà du seuil de pauvreté, c'est parce que le niveau de corruption est très élevé. Parce que de l'argent qui aurait pu servir à faire des investissements plus importants et qui aurait pu aider le pays à aller beaucoup plus sur l'avance, cet argent se trouve dans les poches des individus. Je citerai très simplement le cas du procès de 100 jours. Moi, j'ai été dès le départ, je l'ai dit dès le début, que ces investissements ne valaient pas la peine. Ces investissements auraient pu être mis dans l'agriculture, dans la pisciculture, dans certaines industries congolaises. Ça aurait généré beaucoup plus d'emplois et beaucoup moins de problèmes que de créer des seaux de mouton à Kinshasa. Par exemple, je ne parle que du cas de seaux de mouton. Je mets de côté, par exemple, les maisons préfabriquées. Parlant des maisons préfabriquées, pourquoi cet argent n'a pas servi à être investi dans la SINAD, dans la SILU, dans des industries congolaises pour pouvoir construire ces maisons? Le Congo a tous les moyens possibles pour pouvoir construire 1000 ou 2000 maisons pour les militaires. Cela aurait eu quel effet? Ça aurait créé de l'emploi au niveau du Congo, ça aurait renfloué les caisses de nos cimenteries nationales, ça aurait donné beaucoup plus d'argent aux sociétés locales pour trouver des gens qui allaient travailler, pour avoir de la main-d'œuvre locale. Ces maisons commandées à l'extérieur, vous voyez que nous avons donné de l'argent à des gens qui vivent à l'extérieur du Congo, ça a traversé les circuits financiers d'autres pays, ce sont d'autres pays qui ont profité de notre argent et en fin de compte, on a un résultat qui est médiocre. Ouais. Donc vous comprenez que tout cela, à cause de la corruption, a pénalisé les cerveaux locaux, a pénalisé une main-d'œuvre locale qui aurait pu profiter de ce programme que je ne remets pas totalement en question, mais qui a été mal pensé dès le départ parce que des gens derrière ont voulu s'en mettre plein les poches et malheureusement, cela n'a pas profité à l'économie nationale. Donc vous voyez que la corruption tue plus que le corona dans le continent africain et cela, on peut l'expliquer dans plusieurs domaines, on peut l'expliquer dans plusieurs façons de gérer la chose publique et c'est un mal qui doit être la priorité de tous et de chacun. Et selon vous, comment responsabiliser les hommes politiques, la population? Déjà, que pensez-vous de l'actuel président par rapport à la lutte contre la corruption? Je pense que le président Tshisekedi, je l'ai dit dans plusieurs de mes interventions, a montré beaucoup de chapelets de bonnes intentions. Mais vous savez, dans la gestion de la lutte contre la corruption, il ne suffit pas que d'avoir un chapelet de bonnes intentions, ce qui est tout à fait louable, mais il faudrait aller plus loin dans la coercition, dans cette
peur que les voleurs de la République doivent avoir, il ne faut pas aller dans une demi-mesure et faire prévaloir une quelconque alliance politique ou une quelconque tendance à protéger les uns et à exposer les autres pour pouvoir faire très bien les choses. Tout le monde doit se sentir en deçà de la loi parce que sans la loi, sans l'application de la loi et la mise en avant de la justice, toutes les bonnes intentions que le président Tshisekedi peut avoir ne pourront pas emmener le pays vers un changement profond. Et la réforme de la justice, il va de notre intérêt à nous tous, surtout sur des questions de lutte contre la corruption, de mise en place des parquets financiers, parce qu'il faudrait une expertise assez solide pour pouvoir traquer ceux qui volent de l'argent au Congo et qui partent le placer à l'extérieur. Donc, j'apprécie les bonnes intentions. Ce serait de ma part assez non lucide en disant que oui, il n'y a pas des bonnes intentions. On sent qu'il y a une démarcation avec le président Kabila, mais il ne faudrait pas s'arrêter à des chapelets de bonnes intentions. Et cette lutte contre la corruption ne devrait pas cibler que quelques personnes, parce que vous savez, les voleurs au Congo, il y en a, et ils circulent librement et continuent à opérer très calmement. On ne va peut-être pas les citer ici, mais le président et toutes ses équipes connaissent ceux qui volent et ceux qui détruisent ce pays. Et aujourd'hui, au-delà des accointances ou des alliances politiques qui peuvent exister, la lutte contre la corruption et la justice doit s'appliquer de la même manière à tous les Congolais et à quelque niveau que ce soit. On parlait de la corruption. Quand on regarde bien, même ici en France, il y a des associations telles qu'Anticor. Je pense qu'il doit y avoir aussi Sherpa qui travaille à l'international. Donc la corruption est partout, même ici en France. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faut-il pas passer par la sensibilisation, la formation au niveau de la population pour réellement lutter contre la corruption? Au-delà de tout ça, je pense qu'il faudrait... il y a beaucoup d'aspects et beaucoup de problèmes. Parce que, je coupe un peu, parce que quand on voit la facilité avec laquelle le Congolais sort son argent pour avoir un passeport, il accepte de payer encore un peu plus, même le double pour avoir un passeport. Comment sensibiliser des personnes comme ça pour lutter, pour qu'elles comprennent que c'est de la corruption? Moi, je pense qu'au-delà de la sensibilisation, il faut de l'inventivité, il faut de la créativité et il faut oser le changement. Pourquoi je le dis ainsi? Je donne l'exemple de la France ou de la Belgique, les pays dans lesquels nous sommes et que nous maîtrisons le mieux. Vous savez, pour avoir un passeport en France ou pour avoir un passeport dans des pays, dans d'autres pays européens, je cite le cas de la France parce que c'est l'un des cas que je connais le mieux, pour avoir des titres de séjour ou quoi que ce soit, on achète des timbres. C'est rien que cet exemple. Quand on va acheter un timbre, c'est déjà un moyen, un timbre électronique ou qu'on achète dans un tabac, c'est aussi une façon très nette de contrôler les flux. Ouais. Quand vous ramenez un timbre, par exemple, pour récupérer votre passeport, vous n'aurez pas à remettre de l'argent à quelqu'un. Cet argent quitte de votre compte directement au trésor public. Quand on doit payer les impôts, par exemple, ça part de mon compte vers le compte du trésor public. Si je dois, par exemple, payer une contravention parce que j'ai enfreint la loi, ça quitte de mon compte et directement vers le compte du trésor public et tout est tracé et tout est retraçable. Je crois qu'il y a déjà un problème systémique au niveau du pays. L'identification de la population est très importante. La bancarisation dont les gouvernements passés ont fait beaucoup de bruit dessus est très capitale. Il faut identifier la population. Il faut bancariser la population. En formalisant et en informatisant beaucoup de secteurs de la vie économique du Congo, on résoudra, à mon humble avis, 40 ou 50% des problèmes de corruption. Mais si on reste à l'ancienne, si on ne veut pas oser le changement, si on ne veut pas aller vers cette créativité pour pouvoir refaire et rénover et remettre en cause toute notre gestion actuelle, je pense qu'il sera très difficile pour nous d'arriver à cette lutte contre la corruption. Parce que d'un autre point de vue, il n'y a que par la coercition de fois que la population ou qu'une population peut comprendre les choses. Dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, quand vous voulez régler beaucoup de choses, quand vous voulez acheter des visas, acheter des choses,
Vous ne les achetez pas en allant déposer de l'argent. Vous rentrez dans un site internet, vous trouvez que tout est expliqué, vous avez des paiements sécurisés, vous payez et vous arrivez à avoir votre service. Si d'autres pays africains ont osé, sont arrivés à le faire, pourquoi pas nous? Si nous devons continuer à faire des choses à l'ancienne et derrière vouloir contrôler et nous assurer que cela a été respecté ou pas, je pense que c'est déjà une façon pour nous de nous-mêmes encourager cette corruption. Je vais aller plus loin, le GoPass. Oui. Comment est-ce que le GoPass est payé? Est-ce que ce ne serait pas possible d'arrêter des perceptions en liquide, par exemple, et de faire en sorte que ces choses puissent se faire de façon électronique? Est-ce que ce ne serait pas possible qu'en face, quand on paie des GoPass, qu'on ne rencontre peut-être pas un individu et qu'on rencontre une machine, et que quand je dois déposer mes 50 $, je les dépose et j'ai mon GoPass très nettement. Cela empêchera à ce que cet argent passe par quelqu'un. Même ici en Europe, quand on va dans une banque, ce n'est pas auprès de quelqu'un que je donne de l'argent. On me remet juste une carte et je dépose mon argent. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à ce niveau-là? Est-ce que ceux qui sont arrivés à ce niveau-là ont fait des miracles? Je dirais non. Ils ont été plus inventifs, ils ont osé plus que les autres. Et je pense que nous, en tant que Congolais, si nous voulons réellement aider le chef de l'État à aller vers cette lutte contre la corruption, c'est de lui dire, Monsieur le Président, c'est bien d'avoir ce chapelet de bonnes intentions, mais aller vers l'informatisation, vers la créativité, vers l'inventivité des processus qui permettront de diminuer drastiquement la corruption. Déjà au niveau de la perception des impôts, de la perception des taxes. Et je crois que c'est vers là qu'on doit arriver. Et non rester dans la multiplication, par exemple, de la création des structures. Ces structures peuvent être bien. On peut changer les mentalités en prêchant les gens. C'est toujours bien. Je suis chrétien, je vais à l'église. Mais cela ne m'empêche pas, en tant que chrétien, de tomber, de faillir, de pécher. Parce que je reste humain. Mais face à des règles qui sont établies, ou en tant qu'humain, je sens que je ne peux pas échapper, vous savez, je n'y échappe pas parce que l'État est là et l'État contrôle et l'État s'assure à ce que la loi soit respectée. Et la loi doit être la même pour tous et elle doit être coercitive. D'accord. Et très rapidement, selon vous, comment faut-il tailler notre système judiciaire pour lutter efficacement contre les fraudes? Donc, on sait qu'on n'a pas des parquets financiers comme il y en a ici. Les policiers ne sont pas formés pour traquer les voleurs et tout. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il faut créer de l'expertise. Ouais. Il faut aller chercher de l'expertise. Même si ça doit nous coûter de l'argent pour avoir de l'expertise étrangère, il faut aller la chercher, mais pas aller la chercher pour des intérêts des individus, mais il faut aller chercher cette expertise pour l'intérêt de tout le monde. Et puis, il faut bien rémunérer les avocats, les magistrats, tout ce corps juridique qui fait en sorte que les choses soient bien faites. Il faut les rémunérer et il faut les inciter et les encourager à ramener beaucoup plus des affaires qui vont aider le pays à gagner. Pourquoi pas mettre des primes pour ceux qui font en sorte que de l'argent revienne dans le pays, soit rapatrié dans le pays. Encourager ce genre d'initiative parce que vous savez, il n'y a que comme ça, en bien rémunérant ceux qui travaillent pour que la justice soit rendue et qu'elle soit rendue surtout équitablement, qu'on pourra créer de l'émulation. Il faut créer de l'émulation au sein de l'appareil judiciaire congolais et sanctionner aussi de façon très drastique ceux qui enfreignent les lois et ceux qui font en sorte que la justice soit très mal rendue. Donc, il n'y a que par des sanctions tant positives que négatives qu'on pourra faire en sorte que l'appareil judiciaire congolais puisse rendre de façon assez impartiale les jugements pour que demain ce pays soit réellement respecté. Une autre question, vous êtes banquier, financier, vous connaissez un peu les banques et vous connaissez le système au Congo. Vous avez aussi compris l'empire financier, l'édifice bâti par l'ancien régime. J'ai envie de demander comment peut-on déposer des bâtons de dynamite calmement et soigneusement à la base même des colonnes de l'édifice? Comment placer d'autres charges à des endroits stratégiques de la cathédrale pour le faire exploser? Je pense que très nettement, on doit remettre les choses à l'ordre. Et très clairement, si le président Tshisekedi veut vaincre cela, il doit appliquer la même justice pour tout le monde. Parce que ces gens-là ont des entreprises, ces gens-là ne respectent pas les impôts, ces gens-là ne respectent rien. Il faut arriver à faire appliquer la loi.
juste faire appliquer la loi. Vous savez, les élections passées, même si ce n'est pas d'actualité, mais cela a accouché de beaucoup de fausseté et de beaucoup d'irrégularités. Ils se sont taillés la part belle en plaçant des gouverneurs, des députés provinciaux, des députés nationaux, des sénateurs pour tenter de se protéger. Mais je crois que la force des choses, ce sera d'appliquer la loi et de faire appliquer la loi dans son intégralité. Il faut finir dans le passé. Il faut retourner vers le passé. Très nettement, il n'y a que comme ça que l'on peut arriver à mettre la main sur des gens et très clairement, les gens verront que c'est la justice qui fait son travail et que ce n'est que la justice qui peut dynamiter tout cet empire, l'empire financier fait par Kabila et surtout par la collaboration de la justice nationale avec la justice internationale. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à mettre la main contre tous les intérêts financiers que le régime passé a placés et qui continuent encore à être d'actualité. Et il n'y a que la justice qui fera son travail. Et félicitations au président Tshisekedi qui essaye de laisser un tout petit peu la main à cette justice, mais le pari n'est pas encore gagné. Il y a beaucoup à faire parce qu'il y a un très très grand travail à faire sur ces questions. Le pari n'est pas gagné. On a vu avec l'affaire Caméré, les magistrats, je ne sais pas, mais c'est juste un avis, les magistrats n'ont pas pu très clairement justifier les détournements, la corruption. Je ne sais pas, ça c'est mon avis, mais vous, qu'en pensez-vous? Effectivement, moi je l'ai dit de façon très claire, le procès Caméré, il n'y a pas de doute dans la présomption ou dans la supposition que M. Caméré serait aujourd'hui impliqué dans ces détournements. Cela, très clairement, on le sent très clairement, qu'il y a eu une complicité à plusieurs niveaux pour que cet argent puisse être détourné. Mais je me dis une chose, M. Caméré n'aurait pas dû être le seul à être condamné aujourd'hui parce qu'on sent de la complicité au niveau de la Banque centrale du Congo. On sent de la complicité au niveau du ministère des Finances de l'époque où très clairement, tous ces services-là ont vu que les papiers, le contrat n'existait pas, mais ils ont payé. Cela veut dire que s'il y a un coupable, ce n'est pas que M. Caméré, c'est toute une chaîne qui aurait dû, pour moi en ce moment, se retrouver en prison parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. On ne peut pas payer des millions de dollars sans qu'il y ait un soubassement, sans qu'il y ait un contrat signé. Cela est une faute lourde et ce n'est pas que de la faute de M. Caméré, c'est aussi de la faute du ministère des Finances et de la faute de la Banque centrale du Congo. On ne peut pas avoir inscrit un compte bancaire d'une banque très clairement et voir qu'après, c'est une autre institution financière qui dénoue l'opération. Cela, de façon très claire, montre que il y a eu des fautes et des fautes partout. Mais malheureusement, c'est M. Caméré qui a payé les frais parce que c'est sur lui qu'on a fait porter toutes les charges. Mais il n'a pas pu agir comme ça seul. Il a agi comme ça parce qu'il y avait des failles. D'abord au niveau du comité que lui chapeautait, et ensuite au niveau de la Banque centrale du Congo, et ensuite au sein des banques qui ont été citées, et ensuite au niveau du ministère des Finances, parce que les irrégularités, il y en a eu partout. Mais que d'aller sanctionner une personne, nous disons oui, c'est bien, vous savez, au Congo, c'est l'intime conviction du juge qui agit. Aujourd'hui, on peut être convaincu, et moi aussi, je me dis, il y a eu des fautes de M. Caméré. Il mérite aujourd'hui d'être condamné, mais être condamné seul, je ne pense pas. Parce que c'est toutes ces personnes-là qui ont eu à participer à cette faille. Et vous voyez le précité Jamal qui associe ses enfants. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces enfants ne peuvent pas, ne remettre plus les pieds au Congo. Ouais. On retrouve un neveu de M. Caméré. Et moi, je pense que c'est surtout à ce stade-là que la responsabilité de M. Caméré a été établie. Un membre de famille, des membres de famille, se faire gratifier des dons par un fournisseur, cela relève aussi des faits de corruption. Et c'est plus cela pour moi qui a cloué M. Caméré, mais c'est vrai qu'il paraît très difficile aujourd'hui de retracer tout ce qui est sorti, mais l'implication de M. Caméré, c'est aussi la faute d'avoir des membres de sa famille qui sont cités et qui ont été très nettement impliqués dans cette affaire. Mais encore, j'insiste sur le fait, je garde ma position, comme je l'ai dit depuis le mois de juin, quand le verdict a été donné. Il est responsable, c'est vrai, selon la justice, selon la sentence que le juge a donnée, mais il n'est pas le seul responsable, parce que d'autres, autant que lui,
n'auraient pas dû être convoqués en tant que simples convoqués ou témoins. Ils auraient dû être devant le tribunal comme des coupables ou comme des accusés. Oui, Parce qu'ils ont aussi été dans cette chaîne des dépenses, ils ont participé à cette malversation aussi, et ils n'auraient pas dû venir simplement témoigner alors que leurs services ont été mal rendus et cela a préjudicié toute la République. Ok, on revient un peu sur l'actualité. Nous avons appris que la Belgique avait restitué des reliques du fait Patrice Lumumba, notre héros national, à la famille. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je pense que c'est un acte regrettable. Regrettable dans le sens où, pendant longtemps, la Belgique connaissait cette réalité. Un Belge se retrouver au Congo, participer à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est un fait qui n'a pas été révélé ou connu des services belges aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec le temps, nous comprenons que la Belgique, les États-Unis, la France, beaucoup d'autres puissances internationales ont été impliquées dans l'élimination de Lumumba. Ils ont gardé cela parce que, en ces temps-là, ça leur plaisait de protéger le régime de Mobutu et d'assassiner la démocratie comme cela a été fait. Je ne parlerai pas simplement de sentiment de soulagement parce que, vous savez, c'est quelque chose qui a été très mal vécu, par exemple, par la maman de Lumumba que j'ai connue personnellement. Et c'est irrespectueux de voir qu'un État a eu à commettre et à faciliter la commission des actes d'un assassinat aussi ignoble et avoir gardé le silence pendant longtemps. Et je crois qu'au-delà de cette restitution, un processus de réconciliation doit être très clairement engagé entre la Belgique et le Congo, et surtout la Belgique et le peuple congolais, parce que restituer la dent de Lumumba ne suffira pas, mais il y a des choses à réparer, surtout pour le Congo, parce qu'il n'y a pas que ce mal qui a été commis en assassinant un Premier ministre qui a été de façon légitime élu, et c'est toute une démocratie qu'on a assassinée. Et cette désarticulation des choses s'en est suivie pendant 60 ans, et le Congo continue à payer à cause de cette crise de légitimité qui a été créée en 1960. Et je crois que nous devons nous regarder les yeux dans les yeux et surtout engager cette vraie réconciliation et non poser des actes de façade qui, à mon humble avis, ne serviront pas à calmer les choses qui se passent actuellement au Congo. Ce qui se passe aujourd'hui est horrible. Les crises de légitimité qui s'en sont suivies, l'autre conséquence de cela, c'est ce qui se commet à l'est de notre pays. Et je crois que c'est un pas, je l'espère, vers la bonne direction, mais il faut aller plus, il faut aller vers la réconciliation et surtout réparer ce qui a été commis et aider le Congo à être le Congo puissant qu'il vaut. Vous avez anticipé ma question. Donc après la restitution, il faut qu'il y ait réconciliation et réparation. On peut aussi parler des réparations financières. Réparation financière, je n'ai peut-être pas la compétence de rentrer dans ce genre de choses parce que je n'ai pas autant d'expertise sur ces questions, mais il faudrait qu'il y ait déjà une réparation sur l'écriture de l'histoire. L'histoire tronquée qui a été écrite par les plus forts en montrant les bienfaits de la colonisation, en montrant les bienfaits de ce qui a été commis pendant la période coloniale, je crois que déjà une première réparation, ce serait de dire la vérité aux Belges et de dire la vérité sur ce qui s'est passé pendant la colonisation et surtout sur tout ce qui s'est passé d'horrible et qui a conduit à beaucoup de déchirements de la société congolaise. Et vous savez, le colon en est responsable. On peut, en tant que Congolais, avoir une petite part de responsabilité sur ce qui s'en est suivi parce que ça reste notre pays et si les déficits de gestion et les problèmes de gouvernance en sont suivis après, nous ne pouvons pas rejeter toute la responsabilité sur ceux qui nous ont colonisés, mais je crois qu'il y a un travail de vérité qui doit être fait, de vérité, de justice et surtout de réconciliation. Un travail de vérité, de justice, de réconciliation. Vous avez déclaré récemment que la Belgique devait aussi s'impliquer dans l'enseignement de l'histoire liée à la colonisation. C'est une déclaration qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Donc, vous pensez que la Belgique
devrait s'impliquer à Effectivement, effectivement, en parlant par exemple des ressources d'une indemnisation financière, je crois que la Belgique devrait aujourd'hui offrir par exemple des bourses aux historiens congolais qui veulent se former, qui veulent travailler sur la réécriture de cette histoire. Parce que vous savez, la Belgique a participé à détruire ou à désarçonner notre histoire en racontant l'histoire du vainqueur. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette réparation, ils en ont les moyens. Aujourd'hui, pour faire des grandes recherches, par exemple au Congo, il faut nous Est-ce dire qu'ils la ne vérité. vont pas, ils ne vont pas en finançant cela, est-ce qu'ils ne vont pas en plus réorienter cette écriture? Je ne pense pas. À ce stade ici, je crois que Parce que celui qui vous finance vous domine aussi. la vérité, elle est connue. Si ce financement est fait dans le cadre d'une réparation, je ne pense pas qu'un financement fait dans le cadre d'une réparation pourrait influencer les gens qui bénéficieront de cet argent. Ce ne sera pas un cadeau. Je l'ai dit en connaissance de cause. Financer et s'investir dans ce sens, ce n'est pas dire venez nous financer parce que nous avons besoin d'argent, mais c'est venir financer un secteur que vous avez détruit, mais nous avons besoin de cet argent dans le cadre de la réparation pour faire des vraies recherches, des vraies études. Nous ne sommes pas à ce stade en train de quémander de l'argent auprès de la Belgique, mais nous sommes là en train de vouloir restituer la vérité aux Congolais. Aujourd'hui, on ne parle pas assez de Simon Kimbangu dans les écoles congolaises. Aujourd'hui, on ne parle pas assez de Kimpa Vita, on ne parle pas assez de nos héros dans les écoles congolaises. Mais si dans le cas de cette réparation, il y a un fonds qui est créé, et ce fonds-là est censé financer les recherches, réhabiliter nos héros, réhabiliter nos martyrs, pour que nos historiens écrivent des livres qui vont être enseignés à nos enfants, je ne pense pas que ce sera de l'argent qui arrivera pour nous imposer quelque chose. Nous connaissons notre vérité, mais nous avons aussi besoin du financement qui vienne de cette réparation pour parler de notre vérité. Parce que nous devons écrire notre histoire comme nous la voulons et non écrire notre histoire comme on nous l'imposera. Nous n'avons pas besoin d'un don, nous avons besoin des réparations qui nous aideront à orienter notre histoire, à orienter notre avenir comme nous la pensons. Parce que je crois qu'aujourd'hui, 60 ans après, nous sommes assez outillés, nous sommes assez matures pour pouvoir dire ce que nous voulons. Et ce financement ou ces réparations financières que nous exigeons, par exemple, de la Belgique pour les orienter dans des secteurs comme l'éducation, la recherche, l'industrie, ce n'est pas pour qu'on nous impose derrière des conditionnalités. C'est pour réparer ce qui a été fait parce que nous pouvons aussi remonter à ce que Tshisekedi, le père, exigeait du contentieux belgo-zaïrois à l'époque. Ce contentieux belgo-zaïrois prévoyait des indemnisations. Et c'est aussi une façon de nous réconcilier, c'est de se dire oui, on ne va pas vers un règlement à ce contentieux belgo-zaïrois de l'époque, c'est d'aller vers autre chose de plus actuel pour le peuple congolais, mais en orientant ça vers des secteurs qui seront d'une utilité aussi prouvée et très importante pour notre peuple. Parce que c'est à nous d'orienter ce que nous allons faire, de la réparation que la Belgique va faire sur ce que nous voulons. Ce ne sera pas à la Belgique ou à tout autre pays qui nous a fait du tort d'orienter ce que nous voulons faire. C'est à ce stade-là que j'aimerais préciser mes propos. Je ne regrette pas d'avoir dit des propos comme ça, je les soutiens et je continuerai à soutenir cela parce que nous avons besoin de cette réparation, mais c'est à nous de nous dire c'est vers tel et tel secteur que nous allons utiliser ces fonds désignés à des réparations. C'est le peuple qui a été touché et c'est le peuple qui doit décider de ce qu'elle va faire de toutes les indemnisations. Une dernière question. Vous comptez vous engager en politique? Vous savez, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Simplement pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas l'avenir, mon avenir déjà personnel. Et vous savez, la politique, c'est un secteur, c'est un domaine assez complexe et difficile. Et quitter du militantisme que je fais aujourd'hui, quitter de l'activisme que je fais aujourd'hui, me plonger en politique, c'est deux mondes différents. Vous savez, je ne critiquerai pas tous les politiciens parce qu'il y a des politiciens convaincus. Il y a des politiciens que j'admire beaucoup parce qu'ils le font par conviction. Mais vous savez, la politique, elle n'est pas ce que l'on pense souvent. Elle est faite d'intérêts, de populisme, de sentiments à deux fois chercher à écraser les autres pour exister. Et
si c'est faire de la politique pour aider le pays, pourquoi pas? Mais ça reste une longue réflexion que j'ai et je ne pense pas que j'y réponde dans les prochains mois. Je ne dirai pas les prochaines années parce que je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain, mais je me sens mieux à continuer à faire ce que je fais pour aider mon pays tant bien que mal, à parler de mon pays, tant que la cause du Congo sera citée quelque part et je pourrai la soutenir, je serai toujours prêt à être là pour parler de mon pays parce que ça reste ma nation, mon sang congolais, on ne me l'enlèvera pas, et mon identité congolaise, quel que soit le passeport que j'aurai demain, on ne me l'enlèvera pas. Donc je reste profondément attaché à ce pays, et si c'est par la politique que les choses vont se faire, bah, je laisserai le bon Dieu en décider, et on avisera au moment opportun, mais ça reste quelque chose, ça pourrait être prévisible pour certains, mais je ne le vois pas encore dans mes prévisions à moi. Parce que vous savez, l'avenir est fait de la façon euh, la plus anodine possible. Nous ne savons pas demain déjà si nous allons nous réveiller dans quel état. Et ce sera aux Congolais de décider au moment opportun. Et ce sera aussi à ma famille, à mes enfants, à ceux qui m'aiment de me dire est-ce qu'il faut y aller ou pas. Parce que vous savez, on a des familles, on a des enfants, on a d'autres priorités quand on se bat pour le pays. Et la politique n'est pas le premier amour que j'ai. Mon premier amour, c'est d'abord mon pays et c'est aussi ce que je fais. Et c'est ma famille aussi, parce que vous savez, en tant que père de famille, j'ai des obligations. Je dois les remplir. Je fais souvent référence à la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui renferme de beaucoup de vérités et d'exemples. La Bible dit quelque part, l'apôtre Paul parlait à un autre disciple et il lui disait, quand on ne sait déjà pas entretenir sa famille, on ne peut pas être dirigeant d'une église. Donc si on ne sait pas prendre soin des siens, on ne peut pas prétendre demain qu'on prendra mieux soin des Congolais. Donc ma À première... qui vous lancez ces cailloux là? Je ne lance à personne, mais ma première mission, vous savez, être père de Parce qu'on a famille... reproché à certains politiciens de ne pas pouvoir tenir leur maison, leurs entreprises. Comment veulent-ils Effectivement, gérer le pays? je crois que c'est naturel. Vous savez, quand on n'arrive déjà pas à tenir... Le premier combat qu'un homme mène dans sa vie, c'est son propre entourage. C'est les siens. Quand vous n'arrivez pas à aimer votre enfant, quand vous n'arrivez pas à aimer votre épouse, votre femme ou votre frère ou votre sœur, je ne pense pas que vous serez capable d'aimer le Congolais que vous ne connaissez pas. Les Congolais, on prétend tous se battre pour le peuple. Mais je pense que quand nous nous réveillons le matin, c'est de se dire, je me lève pour que mes enfants demain soient bien. Et c'est en extrapolant qu'on se dit, si je peux faire ça pour mes enfants, demain je pourrai faire ça pour le peuple congolais. Donc c'est aussi un challenge qui pourra demain être lancé, vous savez. Mais vous faites déjà bien pour vos enfants, donc vous pouvez faire ça aussi pour le peuple congolais. Vous savez, ça reste à prouver, c'est un choix à faire. Quand je prendrai peut-être un jour la décision de m'engager très Ça sera activement peut-être tard, non? en politique, ça pourrait être tard ou pas. Vous savez, j'ai combien? J'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai peut-être toute la vie devant moi. C'est comme ça que je dis, je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Pourquoi attendre demain alors qu'on peut faire aujourd'hui? On peut le faire aujourd'hui, j'aide déjà suffisamment ce pays. Partout où je peux aider et parler de ce pays, je n'hésite pas de le faire. Je vous ai parlé du docteur Mukwege, dont je soutiens le combat pour le rapport mapping, dont je soutiens le combat pour le bien-être des femmes au Congo. C'est aussi une façon pour moi, pas forcément d'aider la personne du docteur Mukwege, mais de soutenir un combat qui aide à améliorer la situation de nos concitoyens. Vous savez, c'est aussi une façon de s'engager activement pour son pays, même sans faire de la politique. Mais un mandat électif, un mandat que les peuples congolais voudront bien me donner, ce n'est pas exclu que ça pourrait arriver demain. Mais je ne suis pas Dieu, je ne maîtrise ni le temps, ni les circonstances, mais je reste très ouvert partout où le peuple congolais m'appellera pour intervenir, pour plaider, pour parler de ce pays, je n'hésiterai pas. En parlant du docteur Mukwege, ça m'a rappelé quelque chose et j'ai comme envie d'en parler. Ça a aussi fait polémique que vous avez été au Rwanda pour recevoir un prix. Effectivement, je l'ai bien entendu
Et vous savez, j'ai suffisamment répondu par rapport à Et, cela. et les prix en question, vous avez pris aux mains des Kagame. Donc, ouais. J'aimerais préciser pour les Congolais qui vont encore une fois de plus me suivre ce jour, de dire, ce prix n'était pas le prix de Kagame. Et le Rwanda n'était que le hôte de l'organisation. J'ai reçu l'invitation des Nations Unies, déjà pour me dire que j'ai gagné un prix. Et c'est quelques semaines avant que je me rende pour recevoir le prix qu'on m'annonce le pays. Vous savez, je suis conscient de ce qui se passe entre... On pouvait juste dire, bah, moi je ne vais pas me rendre au Rwanda, envoyez-moi les prix chez moi, quoi. Vous savez, ce que nous faisons, même si ce n'est pas de la politique, mais on n'est pas très loin de la politique. Et il y a des choses que je peux dire très clairement au niveau de la télé et des choses que je ne pourrais peut-être pas dire pour plusieurs raisons. Mais j'ai dit à tous ceux qui ont voulu déformer cette activité, nulle part en tant que personne, je n'ai trahi le Congo. Je ne suis pas allé au Rwanda comme le font certains hommes politiques la nuit pour négocier des intérêts contre mon pays. Je ne suis pas allé négocier des choses pour demain prendre des armes et venir tuer mes concitoyens. Je ne suis pas allé négocier un positionnement politique. Je suis allé récupérer quelque chose Je me pose aussi une pour question. pouvoir... Ouais, pardon, je vous coupe. Je me pose aussi une question. À chaque fois que quelqu'un milite comme ça et arrive à dénoncer des choses comme ça, au final, il a un prix quelconque et ces prix souvent fait polémique, ce qui est le cas avec vous. Est-ce que c'est pas pour vous orienter d'une certaine façon ou bien de vous faire de guider un peu votre combat? Vous savez, je suis un homme libre de nature. Et j'ai été surpris par le fait de voir certains commentaires en disant que Jean-Jacques a été acheté par le Rwanda. J'ai été à l'Assemblée nationale une semaine avant, ou 5 jours avant, exactement 5 jours avant de me rendre à Kigali, et j'ai prononcé le discours du docteur Mukwege sur le rapport mapping. Quand je prononçais ce discours, je savais que le samedi, j'allais aller au Rwanda pour recevoir mon prix. Et je suis très conscient de ce que le rapport mapping est un sujet polémique entre le Congo et le Rwanda. Mais j'ai accepté cela parce que je crois au combat du docteur. Et j'ai accepté de prononcer ce discours. Je suis allé au Rwanda, j'ai rencontré des gens qui ont eu à me faire cette remarque-là en me disant que je suis en train de m'inscrire dans un combat contre le Rwanda et que je dois faire attention. Mais cela n'a pas changé mes convictions. Ce n'est pas parce qu'on me donne un prix qu'on va guider mes pensées. Ce n'est pas parce qu'on me donne un prix, et j'insiste, ce prix n'est pas donné par le Rwanda. Si c'était un prix organisé par le Rwanda, j'aurais pu avoir peut-être une autre attitude. Mais ce prix a été donné à Vienne. Ce prix a été donné à Genève. Ce prix a été donné à Kuala Lumpur. Et c'était la première fois que ça arrive en Afrique. Le pays qu'on choisit, c'est le Rwanda, pour des critères que les Nations Unies seul connaît, que moi je ne pourrais pas remettre en exergue ou rabattre en brèche aujourd'hui. Ce prix-là, demain, sera donné, ou dans quelques mois, il va être donné en Amérique, par exemple, aux États-Unis, en Argentine ou un peu partout. Ça va revenir ici en Europe. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'a pas été organisé par le Rwanda. Mais moi, ça ne me changera pas par rapport à mes convictions. Ça ne me changera pas par rapport à ce que une personne comme le docteur Mukwege fait pour le Congo. Je ne prendrai pas parti pour les ennemis du Congo parce que j'ai peur de me dire que je ne défendrai plus le rapport mapping parce que je reçois des menaces de X ou de Y personnes. Je reste sur ma position, je garde mon amour pour le Congo et je continue à mener mon combat et à maintenir mes croyances. Une façon de vouloir me faire taire, c'est peut-être de chercher à m'éliminer physiquement, mais même si on cherchait à m'éliminer physiquement, j'ai fait objet de plusieurs menaces de mort et ça ne m'empêche pas de continuer à parler, à plaider pour mon pays. Et les Congolais, je comprends que les gens cherchent toujours une façon de vouloir polémiquer et de créer des polémiques. J'ai écouté des commentaires. Certains commentaires ont été justifiés, mais je crois que certains commentaires ont été très mal orientés et d'autres personnes ont très clairement montré leurs mauvaises intentions parce qu'il y a des choses qui ont avancé, des choses où moi-même j'ai été surpris. Des gens ont dit il est allé là-bas, on est allé le corrompre, on est allé l'acheter,
On veut en faire J'aime bien à chaque fois faire un peu une petite fiction comme ça. Voilà. Combien valez-vous? Bah, je crois que Imaginons qu'il faut qu'on vous achète, vous faire taire. Je n'ai pas de prix aujourd'hui. 1 million? Je n'ai pas de prix aujourd'hui. Je peux dire devant les caméras que je vaux plus de 500 millions de dollars. Ça peut être une supposition, mais je peux dire 500 millions alors que en bas, si on m'apporte 20 000 dollars, je peux céder. Vous comprenez? Je ne peux pas mettre un prix sur ma tête. La vie que Dieu m'a donnée, ce que Dieu est en train de réserver pour moi, vaut plus que l'argent et tout l'argent du monde qu'on peut me donner. Mes convictions ne peuvent pas être achetées. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont eu à me suivre depuis mon enfance, savent que je suis un homme de conviction. Et je ne fais pas les choses parce que les gens disent qu'il faut le faire ou pas. Je fais les choses parce que je suis fortement convaincu que j'avance vers la bonne direction. Ma tête peut être mise à prix à n'importe quelle valeur, mais je garde un focus en disant que je ne trahirai jamais mon pays. Parce que je sais le but pour lequel je me bats. Mon intérêt, c'est le Congo. Mon intérêt, c'est de voir les Congolais aller de l'avant. Et mon intérêt, ce n'est pas ma personne. Je ne trahirai jamais mon pays, ça sera votre dernier mot. Et puis un dernier conseil. Un dernier conseil, c'est de demander l'unité des Congolais. Parce que vous savez, nous sommes en train, de chacun de sa manière, de rêver quelque chose et de se battre pour pouvoir gagner pour ce pays. Et j'aimerais inviter tous les Congolais, à tout moment, à s'unir autour de ce qui se passe à l'est du pays. À chaque fois qu'un Congolais tombe, disons-nous une chose, que nous avons perdu un être cher. À chaque fois que le Congo perd une vie humaine, disons-nous que nous devons travailler pour le rétablissement de la paix et de la justice. Et aucune paix durable ne sera installée dans notre pays sans justice et surtout pas sans unité d'esprit. Merci. Ce sera votre dernier mot. Merci de nous avoir accueillis et puis à la prochaine fois. Merci beaucoup. On parlera beaucoup. peut-être du rapport mapping. Merci beaucoup. Allez, merci. À bientôt. Right, hit that target on the right, left side of the target right down the